Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Bon tournage. Top. Vous allez voir, je fais une petite intro, hein, ok ? Et après, vous vous laissez guider. Alors, Emmanuel, bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Yes We Care. Je vais avoir une petite intro si ça vous va. Vous êtes avocate en droit social, vous êtes associée senior donc chez Auguste de Bouzy, donc un cabinet spécialisé. Vous êtes également enseignante à Sciences Po et l'une des figures les plus éclairantes du débat sur le travail en France. Depuis plusieurs années, vous invitez aussi à un changement de regard, non pas forcément sur les statuts juridiques, mais sur ce que nous considérons comme du vrai travail, et donc aussi ce que nous protégeons socialement. Vous affirmez que notre modèle est resté prisonnier d'une vision anachronique, où le CDI à temps plein est encore vu comme la seule forme normale d'emploi, où le lien de subordination structure encore tous les droits, et où les travailleurs indépendants, malgré leurs contributions, peuvent rester un peu en marge du modèle social. Vous défendez l'idée qu'il faut refonder l'architecture sociale autour du travail lui-même, et non autour forcément d'un statut, et imaginer, pourquoi pas, un modèle universel de protection à travers un compte personnel de protection qui suivrait chacun tout au long de sa vie active, et vous allez nous en parler. Merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue. Bonjour, ravi. Alors Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre parcours, vous présenter rapidement et surtout nous expliquer la genèse de votre engagement intellectuel sur ces sujets-là et à quel moment finalement vous avez commencé à sentir que notre modèle social du travail s'éloignait justement du réel ? Tout cela est lié dans le fond à des occasions professionnelles. Bon, quand on fait du droit du travail, on peut se dire c'est normal qu'elle s'occupe du travail, c'est quand même l'objet, quoi. Mais bizarrement, en tant qu'avocat en droit du travail, on parle finalement assez peu du travail. C'est assez troublant. Mais j'ai eu toutefois l'occasion de m'y intéresser longuement au travail, dans une affaire qui a duré pour moi une dizaine d'années, un peu moins peut-être, mais qui interrogeait ce que travailler voulait dire, fondamentalement. Et ce, à l'occasion des affaires qui ont été en leur temps extrêmement vues et extrêmement visibles, s'agissant du statut des participants à la télé-réalité, et en particulier l'île de la Tentation. Bon, au-delà de l'anecdote et au-delà du secteur économique qui est tout de même assez étroit par rapport à tous les autres, il n'empêche que cette occasion professionnelle, donc, dans le cadre de mon métier, m'a conduite à véritablement m'interroger sur ce que ça voulait dire. Enfin, qu'est-ce que notre société, par-delà le droit, lequel droit disait pas grand-chose à ce sujet, pour cause, mais qu'est-ce que notre société reconnaît comme du travail et quelles en sont les caractéristiques saillantes. Bref, ça m'a occupé 10 ans, j'ai beaucoup plaidé, je l'ai plaidé une trentaine de fois, c'était passionnant, etc. Et donc, fort de cette expérience, cette première expérience sur ce que j'appelle un surgissement étonnant, je me suis trouvée confrontée assez vite à un second surgissement étonnant, et cette fois pas dans l'univers du travail considéré comme le travail salarié, mais dans l'univers du travail dit indépendant, qui surgissait également depuis 2009, avec ce qu'on a appelé la plateformisation de l'économie et, on va dire, l'ubérisation, et donc une plateforme, et donc qu'est-ce que le travail autour de cette plateforme. Et là, ça interrogeait davantage le statut auquel on recourait. Mais dans tous les cas de figure, il s'agit de savoir qu'est-ce que travailler veut dire de nos jours. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une bonne question. Et dans le fond, j'allais dire que le jury délibère encore. Je ne suis pas sûre qu'on soit totalement au fait
de savoir le définir aussi bien qu'on le définissait au XXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est de raisonner par rapport à cette période qui est censée être toujours la nôtre, en fait. On n'a jamais décrété que c'était une autre période qui s'ouvrait. Mais la période dans laquelle moi je suis, j'allais dire, née professionnellement, c'était une période où, dans le fond, le récit sur le travail était très simple. Il était simple parce que hégémonique autour de la figure du contrat le plus intime de tous les citoyens travailleurs, à savoir le contrat de travail à durée indéterminée, entendu comme à durée plutôt éternelle, quand même. L'idée étant que stabilité et pérennité constituaient, j'allais dire, le second temps de la valse à 3 temps, après la période de formation, qui faisait que l'on poursuivait ce qu'on appelait une carrière, jusqu'au moment où on partait à la retraite, 3e temps de la valse. Et ça, c'était un récit ancré qui a été terriblement efficace au XXe siècle, notamment au moment de la reconstruction de notre économie, de l'expansion de la civilisation de l'usine, en quelque sorte, et ensuite de la civilisation, de la tertiarisation, en quelque sorte aussi. Mais tout cela s'est quand même fracassé au gré de plusieurs crises successives qui ont affecté la fin du siècle, entre la mondialisation, les impacts de la financiarisation, etc., qui fait qu'on est rentré dans une nouvelle ère qui est toujours censée être régie par nos règles, notre fameux code du travail qui dit que la forme normale du travail, c'est le CDI. Et pourtant, ce qu'on appelle les contrats atypiques, les statuts divers, et notamment le statut d'auto-entrepreneur, n'a eu de cesse que de prospérer et de s'amplifier. Et j'y inclus là-dedans cette nouvelle, forme de travail, organisation du travail qu'est le télétravail. Vous voyez, on appelle ça une organisation du travail. Mais en fait, c'est plus fondamental que ça. C'est une nouvelle manière d'appréhender le travail. Et donc, on a un mal de chien à donner un récit cohérent sur ce qu'apporte le travail, sur la promesse du travail faite dans cette société pour être en capacité d'appréhender cette diversité, cette multiplicité de cas de figure qui, par ailleurs, n'est pas nécessairement entièrement subie, mais qui est recherchée aussi par l'individu, lequel individu, lui aussi, a changé davantage, on appelle ça l'extrême individualisation, mais pour des tas de raisons, ce n'est pas faux, y compris dans le travail. Mais parce qu'en fait, effectivement, quand on revient à toutes les périodes d'industrialisation, le Fordisme, etc., on se dit c'était beaucoup plus facile de cadrer le travail puisqu'il y avait des tâches définies, très concrètes. Donc oui, je comprends l'intérêt d'avoir ce contrat fixe qui donne un début, une fin, et c'est simple. Je trouve qu'aujourd'hui, la nature du travail est beaucoup plus fluide, on la délimite moins facilement. En plus, il y a ce côté où effectivement on a envie parfois d'aller un peu plus loin, d'ajouter d'autres choses. Donc, ça arrive dans la sphère personnelle, on ajoute de la créativité, donc on mesure pas pareil. La créativité, ça prend pas la même place non plus. Donc comment ça se fait finalement qu'on a un peu le sentiment d'avoir un cadre légal complètement figé et pas du tout en phase avec l'évolution justement de cette nature du travail, et comment on fait si je me mets à votre place, comment on fait pour gérer ça? La description que vous venez de faire est particulièrement éloquente, puisque à ce que je viens de raconter, c'est-à-dire cette rapide histoire contemporaine du travail, si je puis dire, s'ajoutent les incroyables bouleversements qui affectent le fonctionnement de notre société au travers de la technologie. Alors, on peut rajouter le mot IA pour se faire de l'effet et pour se dire, oh là là, c'est encore plus difficile. Mais restons avant l'IA, qui, malgré tout, est déjà là. Mais vous voyez bien que cet outil qui est né en 2007, je parle du smartphone, en 2007, c'est à la fois hier et en même temps, ça fait un moment. Mais ce n'est pas si vieux que ça. Ce smartphone, qui est aussi notre doudou pour des tas de raisons, il est aussi notre prolongement et notre augmentation, notre capacité à être augmenté dans nos aspirations. Et tout l'enjeu d'ailleurs de cet impact technologique, c'est de magnifier, d'augmenter nos aspirations, y compris professionnelles, et notre capacité
à le faire, en quelque sorte, Mmh. puisque, en effet, l'accès à tout se fait au travers de ces outils technologiques, que ce soit Internet ou des applis, etc., y compris le travail, en quelque sorte. Et donc, les idées que l'on peut développer autour de cela fait que on voit surgir, troisième surgissement après les deux que j'ai cités, la figure dite du slasher. Évidemment, on n'a pas de mot en français pour dire ça, mais c'est celui qui empile. On dit polyactivité, enfin ça fait très ringard comme terme. Enfin bon, bref, le slasher, c'est celui qui, dans le fond, comme vous dites, agrémente, ajoute, fait voler en quelque sorte les frontières, et c'est ça qui est très saillant dans notre époque, les frontières entre ce que l'on entendait comme privé, professionnel, entre ma vie à moi et la vie que je fais connaître. Les réseaux sociaux, je veux dire, en quelque sorte, est un prolongement de soi, le cas échéant, mais à sa main, à chacun à sa main. Et vous voyez bien que dans ce flou artistique du virtuel, du physique, du perso, du pas perso, et de la nécessité de gagner sa vie et de s'investir. Vous avez dit, j'aime bien les mots, vous avez dit s'investir, créativité, etc. Ça veut dire que c'est le champ des possibles à augmenter. On peut être appelé à s'investir avec passion dans un sacré boulot, mais je dis ce terme-là parce que je n'ai pas d'autre mot technique, dans une mission, dans un projet. Voilà, un projet qui peut être mi-professionnel, totalement professionnel, très court, très long, variable. En tout cas, vous évoquiez le côté, comment dirais-je, le côté possible et empilement. Et donc, ça veut donc dire qu'il y a une chose à la clé, c'est que l'on s'engage plus désormais sur le très long terme. Dans le fond, le fameux rapport au travail, qui est un mot à la mode et qu'on essaye comment dirais-je, de pister, le rapport au travail est quelque chose qui est difficile à cerner parce que il dépend étroitement de ma capacité à m'y investir par passion ou nécessité. Passion parce que ça m'éclate et que j'y resterai pas dans cette entreprise ou dans cette organisation qu'on a inventée. J'y resterai le temps que ça m'intéresse. Ou par nécessité, parce que j'ai besoin de gagner ma vie et je suis même capable de négocier avec moi-même que ce qui compte là, c'est me refaire la cerise, si je puis dire, véritablement, pour faire autre chose. Donc on a une forme, d'aucuns parlent les savants disent qu'on finit par instaurer un rapport transactionnel au travail, c'est-à-dire que j'y assigne moi et vous, et encore un autre, j'y assigne une finalité qui peut varier en plus, mais j'y assigne une finalité qui n'est pas évidente. Alors que de mon temps, si je puis dire, en faisant référence à mon grand âge, la question ne se posait pas. Il n'y avait pas une finalité au travail. Il fallait bosser, quoi. Enfin, il fallait bosser parce qu'il fallait faire carrière, ou pas carrière, mais en tout cas, il fallait faire quoi. Enfin, il fallait faire ce qu'on nous demandait dans cette espèce de geste social qui nous conduisait, après les études, à avoir un emploi. Oui, mais est-ce qu'on ne nous demande pas aussi un peu plus aujourd'hui? C'est-à-dire que l'entreprise, elle s'attend, je trouve aussi de plus en plus à ce que son collaborateur s'engage pleinement de lui-même, pas juste fasse des tâches qu'on lui a confiées, qu'il aille au-delà de ça, qui donne de sa personnalité. Et en fait, ça rejoint aussi cette idée de je peux pas faire ça tous les jours pendant 40 ans. Enfin, je peux pas être à fond à ce point-là. Donc, c'est peut-être que ça peut être intéressant de te dire, on ne peut plus avoir du long terme à ces conditions-là. Et donc, pourquoi il ne faudrait pas revoir complètement ce CDI? Vous voyez, avant de parler du CDI, le pauvre, il y a une forme d'ambivalence de ce que l'entreprise attend de ses collaborateurs, de l'engagement, de l'investissement, du dévouement, de l'impact. Enfin, j'en passe, il y a toute une série de mots. Mais c'est très ambivalent parce que de l'autre côté, je peux aussi faire la liste des mots qui détruisent ce rapport-là, qui sont d'abord le dépit. S'il faut que je m'engage pour avoir ça, que ce soit une rémunération insuffisante ou que ce soit une reconnaissance finalement minime, donc le dépit, la fatigue et quand même le travail dans son sillage emporte aussi un questionnement important sur la santé, notamment mentale. Donc, tout ça est ambivalent, c'est-à-dire c'est génial de s'investir, c'est génial d'être reconnu, c'est super
d'être promu et d'être reconnu comme étant utile et donc, donc reconnu à la mesure de cet investissement. Mais aussi, évidemment, le pendant, c'est que tout le monde n'a pas cette reconnaissance-là et que la chute est plus forte. C'est-à-dire que le découragement, le désinvestissement, il n'y a que des mots anglais pour dire ça, le quiet quitting, le ghosting, enfin j'en passe, qui existent aussi. Hein. Et c'est un peu le corollaire de vouloir davantage de l'individu, lequel individu est aussi demandeur. C'est là l'ambivalence. Oui. C'est qu'il a envie de s'éclater dans son boulot. C'est-à-dire que si c'est pour lui dire, vous allez être burelier, mon ami, comme disait le Père Noël est une ordure, j'adore. Burelier, du matin au soir, vous allez appuyer sur un bouton, puisque maintenant on ne dit plus écrire à la plume-doigt. Et puis voilà. Hein. Bah ça vend pas du rêve. Hein. Non. Et donc, c'est plus possible. Hein. Je veux me réaliser, je veux avoir de l'impact. Ouais. C'était très à la mode, pour prendre un terme qui est un peu méchant de ma part, dans les années 2020, il fallait avoir de l'impact, il fallait s'investir pour changer le monde, etc. Ouais. Oui, impact, on peut en reparler. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup de postures convenues, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'il faut tirer parti de notre époque. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir remettre le dentifrice dans le tube et de dire, vous allez rire les amis, mais on va revenir à l'ancienne. Vous avez un emploi, et un bon emploi, c'est celui qui dure ad vitam. On va demander à l'employeur de ne pas vous licencier abusivement, de limiter les plans sociaux, parce que, etc. Super. Sauf que je ne suis même pas sûre que cette promesse, telle que libellée, comme on le faisait dans le temps, attire la plupart. Ben non, en fait, c'est ça, c'est que ça démotive finalement je trouve ce CDI qui... CDI, même peut-être les tâches qu'on va nous donner. Dès qu'on nous donne un cadre trop fixe en disant, voilà, ta fiche de poste et surtout dépasse pas, je pense que les 3/4 s'emmerdent au bout de même pas 2 ans, quoi, enfin 1 an. Donc, on a quand même toujours envie de faire un peu plus. Et puis, de toute manière, dans l'entreprise, il y a aussi des injonctions paradoxales au quotidien, d'empowerment, de prendre de l'autonomie, etc. Et en même temps... Et en même temps, pas trop. Pas trop, voilà. Pas trop, parce qu'il faut respecter le cadre. Et c'est là où on vient ce que vous disiez sur ce lien de subordination. Alors, rappelez ça. C'est un vrai sujet qui est très difficile qui m'intéresse beaucoup, en fait, parce que, au-delà de dire CDI, ce qui m'intéresse dans l'acronyme CDI, c'est le I qui était un E, qui était éternel, c'est-à-dire vu comme devant être nécessairement stable et pérenne, nécessairement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est important qu'il soit à tout le moins un peu stable et pérenne, au moins un peu, parce que c'est quand même la porte d'entrée à autre chose qui est l'accès au crédit et à l'immobilier. Donc, le problème, il est là, hein, c'est que ça sert essentiellement de tremplin pour pouvoir avancer dans la vie, par ailleurs. Vous voyez, donc c'est en cela que ce CDI, il est utile pour ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, et surtout de nos jours, c'est la question du lien de subordination. Alors, tout le monde le dit, tout le monde. Je crois que tout le monde connaît ce mot, le lien de subordination. Oui, ça veut dire vaguement. Alors, ça fait un peu gros mot, je trouve. Alors, de nos jours, c'est intéressant, ça fait gros mot, alors que, mais c'est ce qui fonde et ce qui justifie le contrat de travail. Moi, ça me tend, hein, immédiatement, on va me dire... Vous, ça vous tend. Alors, c'est intéressant. Et justement, poursuivons un peu sur ce point-là, parce que je trouve que cette notion est passionnante. Donc, l'entier droit du travail s'est fondé sur le lien de subordination. Qu'est-ce que ça veut dire en français normal ? C'est qu'il s'est fondé sur un lien d'obéissance. Le chef, il dit, tu fais cette tâche, et la réponse attendue est « oui, chef ». Après, tu me feras telle autre chose. Et puis demain, tu feras ça. Et la réponse est toujours « oui, chef ». Et l'insubordination, c'est le fait de dire non à mauvais escient, c'est-à-dire de la plupart du temps. Et ce qu'il y a de tout à fait saisissant, avant d'entrer dans les entrailles du droit du travail, c'est que dans la société d'aujourd'hui, quels sont les rapports sociaux qui restent, qui soient adossés à ce qu'on appelle un devoir d'obéissance? Dans les familles, de moins en moins. Bah oui. À l'école, de moins en moins. De moins en moins. À l'université, pareillement, c'est normal, les jeunes gens sont devenus majeurs. Et même dans les partis politiques, dans les organisations et dans l'entreprise. L'entreprise qui aujourd'hui, par de multiples évolutions, est invitée à reconnaître ou à ne pas violer les libertés fondamentales
du travailleur, c'est-à-dire du citoyen, et donc contrainte de laisser davantage on va dire de liberté, pour prendre un mot facile, pour que s'exprime ce qui, normalement, aurait été vu comme de l'insubordination. Vous me suivez? Et donc, il est intéressant que dans notre société d'aujourd'hui, le seul contrat, le seul rapport social qui est adossé formellement au lien de subordination, c'est le contrat de travail. Il n'existe plus de subordination, j'allais dire, familiale. On pourrait parler aussi des époux, tant qu'on y est. Ouais, Heureusement, il n'y en a plus, mais enfin, c'était pas c'est quand même pas si vieux que ça, où la dame n'avait pas son carnet de chèques. Ça remonte pas il y a 100 ans. Donc, il est intéressant de voir que le seul dernier des Mohicans, c'est lui, le contrat de travail. Oui, et même ce contrat de travail... dans les discours, on essaie de le faire oublier quand même. Enfin, alors justement, ce qu'il y a de passionnant, moi je vous dis que techniquement... Vous devez le voir et juridiquement, dingue, absolument, juridiquement, le contrat de travail, il n'y a pas... En fait, c'est simple, il n'y a pas de contrat de travail s'il n'y a pas de subordination. On est d'accord? C'est la loi. C'est vraiment la loi. Bien, une fois que j'ai dit ça, après je dis oui, mais il y a des personnes que l'on reconnaît... très autonome au titre du temps de travail. Ensuite, je dis oui, mais l'entreprise a besoin de bénéficier de la créativité, etc. Et donc, elle est obligée de desserrer l'étau. Et puis, deux autres commentaires. Un, la technologie d'aujourd'hui. C'est une technologie qui, plutôt que d'amplifier le lien top-down, en fait, a pour objet de gommer ce top-down et davantage de faire du circulaire. L'information, en fait, aujourd'hui, on est dans la technologie de l'information qui fait que l'information est partagée et donc elle doit être traitée par tout un chacun. Si bien que l'information est davantage partagée, donc crée des relations beaucoup plus plates, et horizontales, le pouvoir, du coup. Et donc pose une question sur qui a le pouvoir. Qui a l'autorité. Dans le temps, si je puis dire, le pouvoir était détenu par le chef. Absolument. Il lâchait 3-4 bouts d'infos et on travaillait autour de ça. Aujourd'hui, l'info est sur la table pour tout le monde. Et en plus, on a voulu rajouter de la transparence, etc. Donc, on a modifié les relations et le rapport à l'information et le rapport au traitement de cette information beaucoup plus aplani, si bien qu'il est quand même très difficile de se dire aujourd'hui comment définir le rôle du manager. Il y a d'ailleurs une crise autour de la figure du manager, dans un rôle d'autorité. On dirait aujourd'hui, de manière beaucoup plus aimable, qu'il a un rôle d'animation. Et pour des tas de raisons. Et si bien de servante leadership. Donc là, c'est lui qui se met il se met lui-même en retrait, en quelque sorte. Donc là, on est en train d'inverser la pyramide. C'est un facilitateur. Alors, on ne retourne pas la pyramide parce que c'est pas si facile que ça et ça ne tient pas sur la pointe parce que c'est quand même psychologiquement comme ça qu'on voit l'entreprise. Mais en tout cas, dans les interactions de l'organisation, on voit bien que tout ça, c'est comment dirais-je, gommé. Et plus que ça, l'entreprise, pour recruter les talents, comme on dit aujourd'hui, elle a tendance à gommer dans son discours, comme vous me l'avez fait tout à l'heure, venez libérer votre créativité, innovation et indépendance et autonomie sont les principes directeurs de notre fonctionnement. Parce qu'elle gomme elle-même en son propre sein le lien hiérarchique. Alors là, c'est une vraie grossièreté. Le lien hiérarchique, non, ce qui compte, c'est le lien d'épanouissement, le lien d'interaction. Et elle le fait avec des organisations matricielles. Enfin, elle joue aussi le jeu, quoi. C'est-à-dire on ne sait pas toujours qui est notre manager. Parfois, on n'en a pas, quoi. Enfin, parfois, on dit bah non, t'es autonome. Ou alors, il est à Hong Kong, le manager. Et je trouve qu'on revient au droit, pouf, dès qu'il y a un problème. Alors là, on nous rappelle. Alors là, c'est... Alors, je voudrais raconter une anecdote, je peux ou... Ah ben bien sûr, absolument. Non, mais parce qu'il y a quelque chose qui me fait marrer, il faut que je le dise là, après tout. C'est que, voyez-vous, donc, on est en train de décrire, vous et moi, tranquillement, dans notre fauteuil, un monde relativement souhaité, en fait, y compris... Les entreprises, elles sont d'accord, en fait. Elles sont d'accord parce que ça les fait pas marrer d'avoir des verrous partout. Et puis parce que les individus veulent de l'air, ils veulent qu'on arrête de les infantiliser comme le contrat de travail, dans le fond, les conduit. Donc on est d'accord, le deal paraît être sur la table. Et alors évidemment, quand soudain on va plus d'accord, et ça arrive, soudain on est fâché. Et que lorsque notamment, et donc mon anecdote avait pour objet de parler notamment de l'hypothèse où
il y a beaucoup de freelance aujourd'hui dans les Ouais. entreprises qui le souhaitent, qui sont contents de cet orga parce que justement, ils peuvent arranger comme ils l'entendent leur vie. Et puis quand la situation se tend et qu'on dit, mon ami, vous faites plus l'affaire, là, soudain, on se découvre un lien de subordination. Ouais. Et donc, Donc- qu'est-ce qu'on fait? On va en justice. On va en justice pour demander ce qu'on appelle la requalification en contrat de travail. C'est-à-dire qu'on demande au juge d'aller pister les éléments dans un faisceau d'indices qui fait que, oui, cette personne Ah, est d'accord, bien... je pensais que vous alliez me faire une autre anecdote. Donc là, vous parlez de l'indépendant qui, tout d'un coup, se dit: «Bah non, en fait, je suis salarié». Et dans l'univers salarié, vous avez un salarié qui a joui de Ouais. plein de facilités sur les horaires de travail. Écoute, oui, il faut que j'aille chercher mon enfant à 4h30, je terminerai mon boulot plus tard. Ça me dérange pas parce qu'en plus, je suis intéressée par ce que je fais. Et puis soudain, tout ça est une catastrophe nucléaire. Et j'ai noté les heures. Tout et ça, j'ai j'ai noté machin. les heures, j'ai travaillé à 21h30. Ouais. Et là, on est comme des poulets devant les phares. Et donc, on se trouve dans l'univers du salariat. On se trouve donc dans ces histoires de mais alors, quel est le temps de travail, Dieu du ciel, la déconnexion. Enfin, on se drape dans des dignités qui, au départ, n'étaient pas Absolument. l'expression du mauvais vouloir de l'employeur fétide et qui impose des trucs méchants. Donc, c'était un deal. Et donc, le fameux deal vole en éclats. Et là, on en revient au principe. Et dans le monde de l'indépendant qui demande la requalification. Et ce que je voulais simplement dire dans le cadre de cette anecdote, c'est que on finit en justice par aller chercher des espèces de faisceaux pour dire, vous voyez bien que c'est un salarié, qui sont totalement désuets. Je veux dire par là que quand vous avez au café 2 personnes avec l'ordinateur qui a une pomme sur l'arrière, et ils sont tous les deux en train de travailler, il y en a un qui est salarié d'une entreprise et l'autre qui est freelance, quelle est la différence entre ces 2 personnes qui font leur boulot? Quelle est la différence? Il n'y en a aucune. Mais pour autant, par rapport à votre exemple, moi, je trouve que moi, j'ai été salariée, par exemple, je dois faire mon anecdote, et j'ai choisi ensuite de devenir indépendante, de monter ma boîte, et voilà. Alors déjà, j'ai trouvé que dans les relations, parce que j'ai été indépendante pour les mêmes personnes pour lesquelles j'étais salariée. Hein, donc, tout d'un coup, j'ai été écoutée. Enfin, si vous voulez, j'ai senti quand le rapport effectivement de force n'était pas le même. On me regardait plus comme une petite jeune qui était, toi, dans l'organigramme, je vais pas t'écouter, t'as pas la légitimité. Non, moi j'avais pris le risque, j'avais commencé à me faire un nom. Bon, tout d'un coup, pouf, on m'écoute, on me paye. J'ai la possibilité d'accéder à des personnes que je ne pouvais pas avoir avant. Voilà, donc déjà, en termes de statut et d'apport intellectuel, c'était pas le même que quand j'étais salariée. Ensuite, d'un point de vue employeur, j'ai trouvé que aussi les relations étaient plus saines quand ça n'allait pas avec un indépendant qu'avec un salarié. Parce que quand ça marche pas avec un indépendant, souvent d'un commun accord, on se dit on arrête. Et tout le monde est content. Et on veut tous les deux que ça marche bien, alors qu'un salarié va s'accrocher. Vous voyez, non, moi je ne partirai pas, ou il y a ce côté de vous me devez la vie, et alors là on part en procès, en machin, j'en ai pas eu, Dieu merci, mais de l'autre côté un peu, j'ai vécu ça, et j'ai trouvé que c'était, je regrette en fait cette lourdeur autour du CDI en fait. Alors pardon, je reviens à chaque fois à ça, mais donc on a pourtant à la base un même travail, mais on n'est pas considéré pareil, et la fin, elle peut être un peu catastrophique quand on est salarié, je trouve. Ben voilà, c'est une jolie description de ce qui est à l'œuvre. En fait, les relations commerciales peuvent se dénouer de manière difficile, tout autant qu'un contrat de travail, pareillement. Donc c'est vrai que les risques de contentieux existent dans tous les statuts. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est un cas de figure qui surgit. Oui, on a moins les mains liées, quoi. Enfin, mais oui, mais quand parce on que est, vous me dites à juste titre, ce qui fait l'essence du statut de l'indépendant et de l'entrepreneur, c'est qu'il est indépendant et qu'il est libre, lui compris, de choisir en quelque sorte ses clients et ses relations et de la nature des relations professionnelles qu'il instaure. Parce qu'un salarié, il a son chef, et puis il a plus que son chef. Il a une organisation qui le dépasse quelque peu. Il doit s'y inscrire dedans. Il est dépendant. C'est ça la différence. Ouais. Mais même ce qui est intéressant quand même, c'est que même dans l'organisation elle-même, et quand on est salarié, il y a désormais en effet une velléité à vouloir être vu comme
pourvoyeur de bons conseils. Enfin, je fais mon boulot et je voudrais que, pas parce que je suis en bas de l'organigramme, on ne m'écoute pas. C'est ça la vraie crise, à mon avis, du travail. C'est qu'on a besoin, surtout dans cette époque, encore une fois, qui a pour objet d'augmenter les personnes, confère ce que j'ai dit tout à l'heure, on a du mal à accepter qu'à partir du moment où je franchis le seuil de mon entreprise, je sois considéré comme un travailleur à l'ancienne, c'est-à-dire qui fait ce qu'on lui demande. À telle enseigne d'ailleurs que désormais, on donne... désormais, le travail salarié s'organise moins sous l'angle des tâches à accomplir qu'à des missions à réaliser. C'est déjà quand même plus positif. Ouais. Et alors, ça pose la question après de se dire, ah oui, mais alors la fiche de poste, est-ce qu'on peut vraiment mettre des mots sur tout ce qu'on veut exactement qu'il soit fait? Donc, il faut être flou. Et alors, si on est flou après, on a un problème. Enfin, vous voyez, on est dans quelque chose de plus gazeux, à tous égards. Mais d'une certaine façon, la société le souhaite pour avoir un peu de marge. Oui, on a envie de se... trop dur. Parce que le côté process et industriel, enfin, je veux dire, qui tirait de la civilisation de l'industrie, c'est fini. On est dans le domaine davantage... Enfin, on n'est plus dans l'industrie, on le saurait. Mais vous vous basez on sur n'est plus dans l'usine, quoi. Vous vous basez sur le code de l'usine, quoi, le code complètement has-been. Et oui, alors voilà. Donc là, alors, il y a des évolutions, évidemment, qui sont assez intéressantes. C'est que personne s'interroge plus, ou ne s'interroge plus sur que veut dire lien de subordination, notamment lorsqu'on traite de difficultés ou de contentieux qui touchent des très, très, très hauts cadres d'une organisation, qui, à l'évidence, ne sont pas subordonnés au sens où on l'entend. Mais ce n'est pas grave, on ne remet pas en cause ça. Et en revanche, on lui appliquera tout le code du travail avec des éventuelles questions qui peuvent surgir sur le temps de travail, sur, je ne sais pas quoi, des déconnexions. Enfin, on a des espèces de... Au moment du contentieux, on revient à une épure qu'on avait... oublié, en quelque sorte. En fait. Enfin, pas oublié, mais qu'on avait voulu, en fait, d'une forme de commun accord. Dans le cours de la vie du contrat, on avait décidé de laisser filer un certain nombre de choses. Et là, soudainement, on se rebiffe et on conteste ce qu'on avait d'abord souhaité. Mais je trouve que c'est ça qui est décourageant, en fait. C'est ça qui est décourageant, parce qu'on nous a fait croire que c'était open bar, on pouvait s'exprimer, être autonome, etc. On se rend compte que, au final, quand ça va pas, on revient à un vieux code et qui demande à chacun d'avoir des tâches très strictes, etc. Résultat, est-ce que c'est pas mieux de se désengager complètement et d'arrêter d'écouter tous ces discours en interne et de faire le strict minimum et hop, rester jusqu'à... C'est dommage, parce que le travail, c'est pas ça, justement, puisqu'on parle du travail et non pas des règles de droit. Aujourd'hui, dans le fond, si on parle de notre époque, quel est le carburant de ce siècle? Et le carburant de ce siècle, c'est dans un siècle instable, où le principe est devenu l'instabilité, alors qu'avant, le principe était la stabilité de la vie économique, de la vie tout court, du temps qui passe. Aujourd'hui, c'est la compression du temps, l'instabilité, l'incertitude y compris. Qu'est-ce qui compte? Comme carburant, c'est la capacité d'être formé tout le temps. Donc, c'est vraiment très différent du XXe siècle. J'ai toujours besoin d'être à la pointe, voire même de changer de métier. Donc, ce n'est pas la même chose. Et d'être mis en situation, dans le cadre de ce modèle social qu'il faut qu'on peaufine, d'être en capacité de bouger. C'est-à-dire que de bouger au sens du mouvement, au sens de la mobilité. Il faut donner le moyen aux personnes de pouvoir véritablement s'emparer de leur propre destin, d'abord parce qu'elles le souhaitent, mais d'être aidées pour ce faire, puisque nous sommes une république solidaire, etc. Donc il faut qu'on se mette en situation de dire les choses ne sont pas éternelles, mais je vais te mettre en situation de pouvoir faire face à d'autres situations et tu en es plus fort. On appelle ça l'empowerment, on appelle ça par des tas de mots très compliqués, mais en gros, c'est de te mettre en situation, dans le fond, de te mettre sur ce vélo et de pouvoir pédaler à juste titre. Il n'y a rien de pire que de se sentir inutile à nous-mêmes. Il n'y a rien de pire que ça. Je pense qu'il y a suffisamment de philosophes, de sociologues, qui racontent le désastre qu'est d'être rendu inutile à soi-même et inutile à la société. Et voilà. Donc, pour rester utile, pour rester, j'allais dire, heureux de pouvoir, en effet, conserver des interactions sociales, de déployer une richesse intérieure, si je puis dire, au travers de son travail, et quel qu'il soit. Donc, je n'ai pas de mépris pour dire qu'il y a du travail
qui mérite et du travail qui ne mérite pas. On a tous une fierté à la clé de son travail, tous. Eh bien, il faut le mettre en capacité de pouvoir faire face aux évolutions. Et ça, c'est un changement de paradigme massif, puisqu'il s'agit de mettre en ordre de marche, en ordre de mouvement, tout notre système du modèle social qui a été fait pour être immuablement titulaire d'un CDI, préférablement dans la même entreprise, c'est plus simple à gérer, et ce jusqu'à la retraite. Or, la retraite, modulo les menus de discussion du moment, c'est plus tard. Donc, 2, ça veut dire qu'il va falloir travailler un peu tout le temps, et ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle du travail. Est-ce que me reformer n'est pas du travail? Est-ce que m'investir dans une idée, dans une tentative d'un nouveau, sinon produit, mais d'une nouvelle, d'une nouvelle action, même sociétale, n'est-ce pas du travail? Vous voyez, nous, le travail, c'est le CDI, je veux dire, mais aujourd'hui, le travail n'est-il pas, ne déborde-t-il pas de ce qu'on appelle le salariat? La réponse est évidemment oui, même si, à la minute où on se parle, sur les 28 millions de travailleurs français, il y en a 20 qui sont dans l'univers salarié et le reste... Oui. D'accord, donc c'est quand même ça la proportion. La proportion, mais l'équation est en train de bouger quelque peu. Donc il ne faut pas rêver. Je pense demander aux 20 millions qui aimerait partir. En fait, moi, je vois... Alors, moi, franchement, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, je pense qu'on reçoit, mais vraiment très, très régulièrement, des demandes, même des appels à l'aide de salariés qui rêveraient de pouvoir partir, mais qui ne s'en sentent pas capables. Ils ont peur. Et oui. Et c'est pour ça que... Est-ce que le CDI actuel ne protège-t-il pas trop aussi? Et est-ce qu'il n'y a pas une telle différence je pense qu'il y a un fantasme, vous le dites aussi, sur le manque de protection sociale, par exemple. Effectivement, c'est pas vrai. Moi, je paye ma mutuelle. Tout se passe bien. Voilà, effectivement, je n'ai pas exactement les mêmes droits. Mais ça va. Enfin, je veux dire, j'en meurs pas. Tout c'est bon. Par contre, je n'ai pas le même accès effectivement aux prêts bancaires, et encore, ça se travaille. Absolument. Mais voilà, mais il y a des choses que j'ai pas, et donc tout ça fait extrêmement peur, freine les envies des collaborateurs de sortir un peu de leur carcan et d'aller se former, d'essayer de nouveaux métiers, de faire autre chose. Et donc ils vont rester sur leur précaré, et donc vont devenir de moins en moins employables, et c'est une spirale infernale où au final, faut surtout pas que je parte, parce que je suis plus désirable d'un point de vue compétences. En plus, je suis plus du tout adaptable parce que je suis restée dans le même endroit depuis très longtemps. J'ai du mal avec le changement, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu, je trouve, le constat que j'ai, moi, en tout cas autour de moi, des salariés. Et c'est ça qui me fait peur pour eux comme pour moi, en fait. Alors que le CDI soit trop protecteur, c'est pas ça le terme. Est-ce qu'il est bien protecteur? Je pense que c'est plutôt ça la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il protège de manière adéquate? Vous voyez, c'est pas tout à fait la même question. En l'état aujourd'hui, encore, même si c'est un peu moins vrai, mais le CDI favorise le non-bouger, pour pas dire l'immobilité. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, si l'employeur, je ne parle pas d'un tiers, mais si l'employeur vous dit « Ah ben tiens, il faudrait que tu fasses autre chose, ou tu sois ailleurs, ou... » Enfin, tu sois ailleurs, c'est possible. Enfin, c'est possible qu'on ait des réticences, mais que tu fasses autre chose, que tu fasses en plus, que je te modifie tel et tel, et que je t'apprenne autre chose, vous ne pouvez pas le mettre en place, sauf avoir l'accord du salarié. Donc, il y a une espèce de pouvoir de dire non. Ouais. Et ça ne favorise pas la capacité apprenante de l'individu au travail, contrairement à ce qu'il devrait faire. Je viens de parler du carburant du siècle. Donc, ça, de ce point de vue-là, est-ce que ça protège bien? La réponse est non. Il faut pouvoir, au contraire, avoir des mécanismes qui viendraient éventuellement même favoriser le mouvement. C'est trop confortable, alors, plutôt. C'est même pas une question de confort, c'est une question de... Si tu bouges, tu perds tout. C'est triste. Ouais. Alors que si tu bouges, tu peux changer complètement ou tu peux revenir. Vous voyez, on peut être beaucoup plus souple. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est la personne dont vous me parlez, en façon de parler, les profils dont vous parlez, qui se disent « Ah, mais moi, si je lâche ça, si je lâche mon CDI, je perds mon ancienneté, je perds ma mutuelle, les avantages, je perds, je sais pas quoi, la cantine. » Enfin, bon. Mais pourtant, j'aimerais bien faire autre chose. Il faudrait pouvoir être en situation de pouvoir essayer et de pouvoir dédramatiser le fait de perdre un CDI et d'aller en chercher un autre ensuite. Dit autrement, il y a des freins dans le CDI, et je crois qu'il y en a un
On a parlé du lien de subordination qu'il faut un peu revoir, Ouais. parce que maintenant, c'est davantage la coopération, comme je le dis de temps en temps, plutôt que la subordination. Mais enfin, juridiquement, il faut bien s'agripper à quelques critères. Mais il y a un autre, à mon avis, frein, tout simplement. C'est celui tiré de l'ancienneté. Parce que vous voyez, les profils, quand on a en tête le fait qu'un tiers des CDI ne franchissent pas l'année 2, pas parce que l'employeur nécessairement veut que vous partiez, mais parce que le salarié lui-même dit finalement ça ne me plaît pas. Et puis de plus en plus. Hein. Mais au bout d'un moment, une fois que je suis installée dans le job, c'est vrai que j'ai des droits qui sont adossés à mon ancienneté. Et donc d'une certaine manière, ce sont les droits reconnus par le temps qui passe qui constituent un frein dans le fait de pouvoir m'essayer à autre chose, me former à autre chose ou à mieux ou à davantage, me mettre en risque, ce qui m'intéresserait. Parce que je perds mon ancienneté. Je perds la capitalisation d'un droit qui est tiré du temps qui passe. Et donc, c'est ce qu'on appelle, on en a eu cet été tout un sujet autour du droit qui m'est donné au titre de l'ancienneté pour l'indemnité de licenciement, voire dans le cadre d'une rupture conventionnelle. C'est mon petit capital. Et si j'ai 8, 9, 10 ans d'ancienneté, vous n'allez pas me demander de partir du jour au lendemain, la démission comme ça, pour aller m'essayer à un truc super casse-gueule, alors que j'ai mon capital. Et je pense que c'est cette ancienneté qu'il faut retravailler, le concept. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de valoriser, le temps qui passe au même endroit, alors qu'on vient de se dire, ça fait 25 minutes qu'on est en train de se dire ça, qu'on est dans un monde incertain et instable, qui donne envie, parce qu'il ouvre le champ des possibles, mais en même temps, il faut y aller au champ des possibles. Or, si je mets d'un autre côté des freins à tout le monde pour dire non, il ne faut pas bouger, il faut rester là, comment on s'adapte. Oui. Et donc, ce modèle social dont je parle, qui est quand même notre pacte à tous, ne devrait-il pas s'adapter? Je donne pas de recette, mais ne devrait-il pas atténuer la portée que l'on donnait à l'ancienneté, puisqu'on disait que le CDI était un CDE, contrat à durée éternelle, pour finalement atténuer l'impact des grâces que procure l'ancienneté et le temps qui passe, le réserver peut-être à des populations plus vulnérables que sont les jeunes, parce que c'est un vrai sujet en soi, l'accès au marché du travail, et les seniors qui doivent pouvoir continuer à bosser et ne pas être vus en marge, parce que ça, c'est une vraie catastrophe. Bon, modulo ces adaptations-là, mais se dire dans le fond, quand je suis dans la force de mon âge professionnel, de la force de mes capacités et de ma capacité justement, en cela aidée par des tas de systèmes d'État ou d'entreprise à travailler mon empowerment, ma capacité d'adaptation professionnelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement limiter l'impact de cette ancienneté pour la convertir, non pas en disant rien du tout, mais la convertir en droits sociaux, par exemple, parce que justement, pour l'avenir et non pas dans le contrat. C'est-à-dire que je décalerai mon ancienneté au contrat, je la décalerai dans l'ancienneté professionnelle, et donc c'est ce qu'on appelle la portabilité des droits. Et pourquoi pas des droits d'ancienneté? Oui, en fait, aussi. ce que vous voulez, c'est harmoniser. Je veux sortir le sujet, je veux l'adosser à la personne qui doit être valorisée. En fait, on a un problème de valorisation de l'individu, puisqu'on est dans une société de l'individu. On peut tout à fait pleurer sur le lait renversé, mais c'est comme ça. Donc, comme on a une société d'individus, dont il faut aussi travailler la cohésion dans ces communautés de coopération, que ce soit dans l'entreprise, dans la société et ailleurs, mais il n'empêche que c'est l'individu. Et cet individu-là, il doit être augmenté comme le smartphone, de ses droits qui lui permettent d'avancer dans son parcours fractionné, comme on aime à le dire aujourd'hui, qui, au lieu de foutre la trouille aux gens, il faudrait leur dire c'est désirable, c'est fractionné, c'est pas grave, parce qu'il y a le regard social aussi, c'est pas grave, pour autant que tu te mettes en adéquation aux nouvelles opportunités professionnelles, à une éventuelle obsolescence de tes compétences, et qui te permettent de t'accompagner dans tes désirs de projet, puisque c'est la vie d'aujourd'hui. Dit autrement, il y a un décalage entre ce que l'on admet très volontiers, même politiquement, sur les changements sociétaux. On dit la société a complètement changé, les rapports sociaux, la famille, elle est monoparentale, on se divorce. Enfin bon, on raconte plein de choses sur l'individu, plein de choses sur le consommateur. Le consommateur, il consomme comme ci, comme ça, il achète des choses à 3 heures du matin, il désire une customisation de ses produits. Enfin, on raconte. Mais sur le travailleur, c'est comme à l'ancienne. Le travailleur, on dit, oui, bon, il y a l'IA. Ok, très bien. Mais au-delà de l'IA,
qu'est-ce qu'il a comme ressort interne qui fait qu'il faudrait lui rendre adéquat, le rendre adéquat au monde qui est dans la vie de la consommation, qui est dans la vie du citoyen politique, hein, le participatif, la discussion à plein de forums, etc. L'individu dans sa vie personnelle, est-ce qu'il veut des enfants, pas des enfants? Là, on parle de ça en ce moment, vous voyez. Donc, et le travailleur, alors, qu'est-ce qu'on fait pour le pousser, pour l'accompagner dans le mouvement? C'est ça le point. Il faut qu'on protège mieux le travailleur. Et le protéger mieux, ça n'est pas faire tout ce qu'on peut pour le rendre immobile et comme vous disiez, vous l'avez dit fort justement, au risque qu'il soit obsolète tout entier. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut le faire bouger sans que ce soit un drame, sans que ce soit précaire? Parce qu'il y a encore des mots aussi qui font que qui est dans l'indépendance, n'a pas sa sécurité de l'emploi, est précaire. Bah non, il est vivant, quoi, en fait. Oui, parce qu'un exemple très concret, c'est qu'une personne qui a 10 années de salariat versus moi qui ai 10 ans d'entrepreneuriat face à un banquier, il préfère mon copain à moi. Donc, il y a un sujet de scoring, il y a un sujet d'adaptation des modes de vie professionnels à un certain nombre de sujets très importants qui sont la question de l'accès au crédit et de l'accès au logement, oui, notamment. Sur le monde qui bouge, peut-être que moi, je suis plus employable. Vous voyez, c'est ça qui est un peu paradoxal, frustrant aussi. Et donc, votre proposition, votre idée, c'est aussi comment on valorise, en fait, plus, peut-être pas la prise de risque, mais les expériences variées. Comment on sécurise le mieux possible, hein, sans garantir. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Je suis pas en train de vendre un contrat éternel au sens propre du terme, c'est-à-dire. Mais je suis en train de dire que dans nos expériences professionnelles, qui sont très différentes, qu'elles soient empilées comme le slasher ou qu'elles soient successives, salariat, retour au salariat, public aussi. N'oublions pas le public, privé. Dans le salariat ou dans autre chose que le salariat, quel que soit le statut, parce que être entrepreneur, c'est 1000 statuts possibles, hein, depuis le salariat, bizarrement, en passant par le statut de BNC comme le mien. Hein, moi, je suis un avocat, je suis en BNC. Bref, tous ces statuts, ce ne sont rien que des véhicules, hein, voilà. Mais en revanche, ce qui compte, c'est le contenant et le contenu. C'est-à-dire qu'il faut raffermir l'individu dans ses choix et lui dire on étant à la fois les pouvoirs publics et on étant... C'était ma question, justement. Ce serait qui, du coup, qui va permettre de faire ça? Parce que l'entreprise... Les pouvoirs publics, enfin, je veux dire, notre société prévoit un modèle social où hein, les assurances sociales, les retraites, tous ces mécanismes-là, j'allais dire, nous donnent un contexte, hein, un contexte plutôt favorable pour les citoyens d'être pris en charge dans les accidents de la vie. Donc les accidents de la vie, ce sont des dispositifs auxquels on contribue hein, de manière obligatoire, essentiellement par cotisation sociale, et c'est là le sujet, mais de plus en plus par l'impôt. En fait, le taux de financement de la protection sociale est en train de se fiscaliser de plus en plus, la CSG notamment. Qui s'accroît et il y a des transferts qui sont opérés. Certes, il y a l'employeur comme figure qui contribue, etc. Et après, il y a l'individu, quand on est indépendant, qui cotise, etc. Ne se rend pas compte toujours. Mais il faudrait trouver des voies et moyens pour répondre, déjà en prenant les caractéristiques saillantes de l'époque. Donc, que fait un individu au travail typiquement au XXe siècle, je sais répondre, mais typiquement aujourd'hui, je ne sais pas répondre. Il peut faire 1000 choses différentes, mais qui fasse qu'un système qui soit à la fois d'État ou d'assurance puisse permettre de réconcilier les actifs entre eux, en fait, et faire en sorte que dans les années venues, parce qu'encore une fois, il y a des salariés, des ex-salariés, des retours de salariés, donc très bien, ils sont dans le système classique, mais aussi dans l'indépendant. Comment est-ce que l'indépendant et le statut d'indépendant et le statut de salarié fassent qu'au bout du compte, on a droit à la même protection. Et de fait, c'est déjà à l'œuvre. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le régime général de sécurité sociale, on a fusionné les indépendants et le salariat. Alors, le salariat, c'est énorme, et les autres, beaucoup moins. Mais ça veut donc dire qu'on essaye de rapprocher les protections et les droits, etc. Après, ce financement, comment il marche? Moi, mon idée, c'est en effet de donner aux personnes une sorte de compte personnel comme une appli, évidemment, puisque aujourd'hui, rien n'est autre chose qu'une appli, comme votre appli bancaire,
qui permettrait de vous montrer à vous, parce que ce qui compte, c'est l'information de la personne, qui montre aux individus un certain nombre j'allais dire, de comptes qu'il a et qui montre comment il se situe, que ce soit en matière de santé, en matière de retraite, en matière de prévoyance, de dire, voilà, tu as des protections ou tu n'as pas de protection. Et puis, il y a aussi, si on prend en compte l'univers salarié, on pourrait imaginer que dans l'univers salarié, je ne parle pas des indépendants là, mais dans l'univers salarié, on pourrait imaginer davantage une forme de vraie flexibilité tout au long de la vie, notamment ce qu'on appelle le temps choisi, mais pas au sens actuel du terme, parce que juridiquement, c'est indémerdable. Mais le temps choisi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je peux travailler plus. Moi, femme, par exemple, il y a des moments où je peux vraiment travailler moins, la maternité, les années qui suivent, etc. Et que j'aurais une espèce de compte comme ça universel qui permettrait de me donner des droits qui seraient mobilisables pour des moments où je travaille moins parce que je le décide et parce que la société me permet de le faire et parce que l'employeur aussi, et qui permet de se ménager une forme de cagnotte investie en quelque sorte dans des dispositifs qui peuvent me servir à ce dont j'ai besoin. Et qu'est-ce qu'a besoin un individu ? Pas tous la même chose. Par exemple, on a des enfants, on veut en mettre de côté de l'argent pour leur formation universitaire un jour. On aurait envie. D'autres ont des sujets avec la santé de leurs parents, etc. Et donc, ils veulent pouvoir y pallier, les aider. D'autres ont envie de faire des projets. En fait, on choisirait un peu mieux la façon dont, par exemple, notre on fiche veut de distraire paie, notre argent. Oui, nos solidarités. Là, c'est fait à notre place, quoi. Voilà. Et donc, dans nos solidarités, dans un univers proche qui est familial, je veux dire, quand on est monoparental, c'est pas la même chose que quand on est un couple avec 3 enfants, 2 salaires solides. Enfin, c'est pas pareil quand même. Et donc, on peut avoir des inquiétudes différentes. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre de côté une forme d'autosécurisation qui permette de mouvement. Je reviens à votre exemple. Du salarié qui dit j'adorerais, mais quand même, j'ose pas, etc. S'il avait eu l'occasion pendant des années, plutôt que d'espérer qu'un jour son ancienneté lui donne une indemnité, mais d'être en situation, notamment parce que l'employeur permettrait de mettre en place des systèmes où on puisse faire varier d'abord le temps de travail, donc travailler plus ou travailler moins, et que mettre de côté des sous, à cela ajouter à tous ces systèmes qu'on évoque sous le terme de partage de la valeur, intéressement, participation, plan d'épargne entreprise. Ce plan d'épargne entreprise, bon là c'est un peu technique, je suis désolée, mais c'est quand même quelque chose que 52% des Français connaissent, des salariés, et plutôt dans les boîtes importantes, qui permet d'être une tirelire dans laquelle je suis capable de mettre de côté des sous. Et en fait, l'histoire du général de Gaulle, c'est lui qui a inventé ça, n'a pas dit à quoi ça servait, c'est à ce qu'on veut. Mais alors souvent les salariés disent ça me sert pour l'acquisition de mon appartement. Bon, très bien, mais une fois qu'on a l'appartement, si je puis dire, ça peut servir à autre chose aussi. Et c'est là-dessus que ce socle d'argent, vu et trimballé dans cette fameuse appli dont je parle, dans ce compte personnel des protections, peut permettre des arbitrages dans les besoins que l'on a pour se raffermir face à soit un projet professionnel, soit un incident de la vie, et de donner une véritable autonomie aux personnes. En fait, il faut rechercher, puisque en fait, c'est un désir quand même qui est à l'œuvre, le désir d'autonomie de l'individu. Et bien pour ça, il faut le mettre en situation d'être autonome et en situation d'être responsable, ça va avec, et en situation de pouvoir agir. Et à partir du moment où je peux agir, eh bien, on est moins, comment dirais-je, figé, agrippé, malheureux là où on est. Par exemple, pour le partage de la valeur, on ne peut pas partager la valeur avec des indépendants. Même si moi, je suis fidèle depuis 10 ans. Eh bien, ça, j'aimerais qu'on y réfléchisse. Au nom de quoi ? Quel est le diktat qui viendrait nous dire « Ah non, l'indépendant, pas du tout ». Et pourquoi ? Il suffit de le mettre en place. C'est ça le cœur du sujet, en fait. Mais c'est le cœur du sujet. C'est comment faire en sorte, encore une fois, que l'on puisse trouver des voies, des voies de facilitation et qui obligent à penser autrement. De temps en temps, je me fais un exercice qui consiste à dire, suppose que tu débarques ici et on parle de travail, parce que c'est encore une fois mon obsession, mais il n'y a aucune règle, il n'y a rien. Et qu'on te dit, voilà, qu'est-ce que tu inventerais aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça serait comme idée pour donner un véhicule quelconque, quoi. Et je pense que j'inventerais davantage, plus aisément, quelque chose du genre contrat de travail à durée déterminée tel qu'on le connaît, mais extensible, c'est-à-dire pas avec le cortège de règles. Enfin, je veux dire, l'idée de la mission
voilà, comme un tout, parce que c'est la mission qui est susceptible de donner envie, de donner du désir aux uns et aux autres. L'entreprise, parce que vous n'êtes pas tanké là jusqu'à l'éternité, que vous le vouliez ou non, c'est important aussi pour elle. Je veux dire, l'entreprise, elle doit gérer aussi des besoins et des changements de besoins. Et l'individu qui ne soit pas lui-même tanké là pour l'éternité avec une promesse de fidélité, etc., etc. Donc, en fait, j'inventerais probablement un dispositif beaucoup plus présent, c'est-à-dire qui traite le présent. Et s'agissant, parce que c'est l'autre sujet qui m'intéresse au-delà du travail, c'est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement le partage de la valeur. Mais en vrai, c'est c'est davantage ce qu'on appelait dans le temps l'épargne salariale. En fait, comment est-ce qu'on fait partager avec les salariés leur accès à des succès. Voilà, oui, mais quand même, il y avait aussi l'idée d'avoir des bons de souscription d'action, enfin de pouvoir... Oui, non, mais tous ces dispositifs-là, je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, ils sont très utilisés. Ouais. Et il est vrai que le fait de devenir actionnaire... Bah, ça change les rapports. Ça change tout. Et c'est surtout une manière extrêmement puissante de véritablement associer plutôt que dissocier, exactement. Plutôt que de scinder. Passer de votre fameux lien de subordination à quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, conciliant, parce que, alors après, je veux dire, je suis pas née de la dernière pluie, et je suis pas irénique, c'est-à-dire, vous mettez un peu de ci, un peu de ça, et après, on n'a plus jamais de contentieux, de conflits, de machin. Non, la vie continue, les humains se fâchent. Restent des humains. Ils restent des humains, on ne va pas les changer, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on met en situation de davantage associer, et surtout, on essaye d'atténuer cette défiance qui traverse toute la société tout le temps, sur n'importe quoi. Atténuer le niveau de défiance, encourager à faire, donner les moyens d'accompagner ce voyage professionnel qui est en fait le voyage d'une vie, c'est quand même merveilleux. Et ça, c'est une promesse qui me semble être susceptible de constituer le nouveau récit autour du travail. Car encore une fois, à la minute où je vous parle, on n'a pas de récit pertinent sur le travail, sauf à seriner ce qu'on se disait déjà dans les années 70, mais que ça n'attire personne. Et en plus, ce n'est pas vrai. Ouais, voilà. Merci, ça fait une belle conclusion, parce qu'en fait, le temps passe alors que j'avais encore 10 milliards de questions. Bon, c'est passionnant. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de revenir ensemble, Saison 2. Explorer ça. Je pense que ça bouge pas mal quand même, donc on devrait avoir des choses à se dire. J'ai quelques questions, on va dire, de fin que je pose généralement à mes invités. La première, c'est quels ont été les pires et les meilleurs conseils qu'on vous ait donnés dans votre carrière ? Oh là là, on dirait un entretien d'embauche. Ah non, c'est pas des qualités-défauts, quoi. Non, c'est dans une optique d'apprentissage, quoi. Alors, je vais vous dire quelque chose, parce que je me suis demandé les pires conseils. En fait, je crois que psychologiquement, je suis bâtie pour oublier ce que je ressens comme un mauvais conseil. C'est intéressant, c'est-à-dire que je n'ai pas de souvenir particulier, parce que je pense que je les passe sur l'ardoise magique. Donc, j'aime bien, en tout cas, d'avoir l'idée de ne pas me trimballer avec des mauvais conseils. Voilà. Donc, je me suis allégée de ce fardeau. Donc, je suis désolée, je ne saurais pas. Mais tant mieux pour vous, c'est parfait. Oui, c'est pas mal. Finalement, je me suis dit que je m'étais pas mal arrangée sur ce coup-là. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Ne vous embarrassez pas des mauvais conseils, parce qu'après, en plus, ça vous plombe. C'est un fardeau. Sur les bons conseils, je crois qu'il y en a un qui, évidemment, alors c'est très professionnel, mais c'était quand même essentiel. C'est quand j'ai été encouragée à rejoindre cette aventure entrepreneuriale d'il y a 30 ans pour créer mon cabinet, le fameux cabinet dans lequel j'exerce aujourd'hui le job de patron de l'équipe, du département de droit du travail. Mais en 1995, quand j'y suis allée, c'était un rien du tout. C'était une tentative, une esquisse. Et finalement, ça a été l'histoire de ma vie. Et ça, c'était un bon conseil. Et là aussi, je devais lâcher un job confortable d'avocat. Et une autre carrière, parce qu'il me semble que vous aviez quand même c'est vrai. J'étais fiscaliste, heureusement. Ça, c'était la bonne nouvelle, d'avoir arrêté la fiscalité. Oui, c'est d'accord, mais je l'ai fait en marchant sans m'en rendre compte, si je puis dire. C'était bien. Et surtout, j'ai bien fait de me laisser aller à une fibre entrepreneuriale. Parce que c'était une expérience formidable, et finalement, qu'elle réussisse ou qu'elle ne réussisse pas, c'est toujours, je veux dire, même un échec, alors un succès c'est bien, mais même un échec est un énorme apprentissage, et voilà, et pas plus. Et donc ça, c'est important.
Voilà. OK, bah, super, merci et vous avez bien fait visiblement. Un 2e question, est-ce que vous auriez un mantra ou un livre ou quelque chose qui vous a marqué, qui vous suit au quotidien, une philosophie de vie? Enfin, Hem, il y en a une, enfin, il y a une citation. J'aime beaucoup les livres, hein, mais là, j'avais un embouteillage, mais pour dire un livre. Mais il y a une citation que j'aime à dire de temps en temps, parce qu'elle me paraît totalement illustrer notre propos. C'est une citation de Paulo Coelho, vous savez, ce magnifique auteur brésilien qui a écrit cette phrase très courte, mais quand on y réfléchit, elle est très importante. Les rêves donnent du travail. Et c'est vrai. Les rêves donnent du travail. On y retombe toujours. on sent bien la fibre entrepreneuriale et effectivement, ça me parle aussi. Merci, pour ce partage. Dernière question, est-ce que vous auriez, une idée de personnes que vous connaissez, dans le monde du travail, donc sur ces sujets qui nous passionnent, que je devrais inviter à ce podcast? Oui, j'ai pensé à Sybille Lemaire qui anime avec beaucoup de talent et beaucoup de détermination des travaux sur la nécessité de donner aux salariés, enfin aux travailleurs, une culture et une compétence en matière financière et économique. Parce que Mmh. dans le fond, tout ce que je raconte moi sur l'autonomisation, sur poursuivre ses rêves qui donnent du travail, c'est super à la condition qu'on comprenne, et notamment que les femmes comprennent, parce que c'est important, comprennent comment tout fonctionne, comment ça marche. Le côté protection sociale, qu'est-ce qu'on finance, quels sont mes droits, qu'est-ce que je peux imaginer faire. Parce que tant qu'on n'a pas de savoir, tant qu'on n'a pas l'information, on est incapable d'agir. Mmh. Voilà. Et elle fait ça, entre autres thèmes. Elle s'occupe aussi de ce qu'on appelle les seniors et de la manière dont on doit les prendre en considération dans cette époque vieillissante. Mais si vous voulez, la question d'augmenter les individus par la connaissance me paraît être le niveau zéro du Bien sûr. début d'une ambition. Sinon, en fait, vous entretenez les gens dans le non-savoir. Et quand les personnes n'ont pas la connaissance, ils sont entretenus dans une invalidité de mouvement et de rêve, justement. Et donc, c'est essentiel que cette compétence puisse être donnée à tout un chacun, et notamment aux femmes. Une invalidité de mouvement et de rêve, c'est très beau. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments et bravo aussi, pour, tout ce que vous apportez sur le sujet. On vous souhaite encore plein de succès avec, votre cabinet et on vous suit de près. Je ne sais pas si vous avez, un moyen de vous contacter ou, une dernière parution en particulier, à mettre en avant? Ça va venir, mais là, j'en ai pas encore Bah, de toute façon, sur le déjà votre profil LinkedIn, on voit quand même pas mal de choses, donc on peut vous suivre et Voilà. ou vous écouter, de temps en temps à la radio, ou dans des podcasts super comme celui-ci. Merci infiniment. Merci Et j'ai eu beaucoup, grand Emmanuelle. plaisir à discuter avec vous de tous ces sujets essentiels et passionnants. Ouais, pareillement. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, trop chouette, un grand merci. Ça a été Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.